Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler en fait de comment faire quand on a eu un parent pervers en tant qu'enfant. Donc cette fois-ci j'avais des notes, donc j'ai pris mon ordi et je vais me référer à ce que j'ai écrit parce que j'ai envie, c'est un sujet assez complexe et il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer quand même de condenser ça pour pas faire une vidéo de 30 minutes. Donc, de nouveau, je refais un disclaimer. Je partage uniquement ici ma propre expérience, mes propres recherches, mon propre opinion, hein, mon avis, voilà, mon expérience, tout simplement. Donc déjà, pour commencer, qu'est-ce que j'entends par parent pervers? Euh, j'ai pas voulu volontairement utiliser le terme de pervers narcissique parce que je trouve qu'il a été beaucoup utilisé, parfois de bonne façon, parfois de mauvaise façon. C'est encore assez compliqué, donc j'ai pas envie de rentrer en fait dans ce schéma-là, de ce terme-là. Par contre, pervers, voilà, on peut définir ce que c'est qu'un parent pervers. Donc, c'est un parent qui va être très manipulateur, menteur, qui va souvent servir ses propres intérêts avant tout, en fait. Il va se faire passer avant. Ses désirs, ses intérêts passent avant. C'est quelqu'un qui aime beaucoup briller en société. J'utilise le terme il, voilà, ça peut être elle, hein, c'est pareil. Quand vous avez eu un des parents, en général, c'est très rare d'avoir les deux parents pervers, on va dire, parce que ça ferait des étincelles. Mais quand vous avez eu un de vos parents pervers, donc c'est quelqu'un, oui, qui aime beaucoup briller en société. Ça va être des personnes très séductrices, qui aiment, voilà, qui vont faire attention à elles, attention à leur image, qui aiment, leur réputation est très importante. D'ailleurs, c'est souvent des personnes qui, de l'extérieur, en fait, ont très bonne presse, on va dire. La plupart du temps, on se doute pas de... C'est une personne, en fait, complètement différente à la maison qu'à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, on peut vous dire oh, t'as de la chance d'avoir une mère comme ça, ou t'as de la chance d'avoir un père comme ça. C'est des choses qu'on entend régulièrement quand on est enfant. Et soi-même, parfois, on peut se dire, avoir un petit sentiment étrange, parfois très souvent de culpabilité, parce qu'on se dit pas la même chose, en fait. On a l'impression que oui, c'est un parent, voilà, mais cette personne montre pas qui elle est. Donc, ce qui peut être d'autant plus compliqué à gérer, parce que on va pas être entendu pareil, on va pas être, c'est très compliqué en fait déjà de l'extérieur de le démasquer, mais encore plus en tant qu'enfant d'oser en parler, d'oser casser justement cette image du parent. Euh, enfin bref, je vais pas aller trop loin là-dedans, par étapes. C'est aussi quelqu'un justement qui va pouvoir se servir de ses enfants comme trophée, qui va facilement pouvoir, qui va vouloir en fait que ses enfants soient toujours bien habillés, soient toujours parfaits, souriants à l'extérieur, polis, avec des bonnes notes, parce qu'en fait cette personne va pouvoir utiliser ses enfants comme fierté en fait, et se faire mousser, on va dire, à l'extérieur en disant mon enfant est médecin, mon enfant est ceci et cela, ah non, moi mes enfants m'appellent tous les jours, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de contact avec ses enfants, moi mes enfants, etc., etc. Donc ce sont des personnes qui manipulent constamment l'information. Donc c'est comme elles vont être des pôles d'information, donc elles vont avoir déjà leur plan en tête de ce qu'elles veulent faire, leur stratégie, c'est des personnes très stratégiques qui planifient à l'avance ce qu'elles vont faire, comment elles vont le faire pour obtenir ce qu'elles veulent. Et typiquement, elles vont pas donner les mêmes informations à tout le monde au sein les membres de la même famille. Donc elles vont donner une petite information là, une petite information là, une petite information là. Mentir aussi sur les informations, les modifier complètement et faire en fait que cette personne soit toujours maître de son jeu et qu'elle soit la seule à avoir toutes les cartes en main en fait. Parce que l'objectif pour lui c'est de laisser les personnes dans le flou pour qu'il ait toujours un ou deux coups d'avance. Ce sont des personnes qui ont un fonctionnement très tout blanc, tout noir, très dans les extrêmes, qui, dans leur tête, en fait, le monde fonctionne en mode guerre. Donc, ils sont en guerre. Et dans cette guerre, en fait, il n'y a que deux options. Soit vous êtes avec eux, soit vous êtes contre eux. Donc, typiquement, juste exposer un avis contraire à leur pensée, à leur avis en fait. Si vous avez une opinion contraire, ça peut vraiment dégénérer à chaque fois parce que si vous vous opposez même pour des banalités, en fait, c'est comme si vous les attaquez directement.
Donc, ils vont le prendre vraiment comme un affront, comme une trahison. Ça, c'est des termes qui arrivent très souvent. Après, malheureusement, ce sont des parents qui jouent beaucoup avec le mental de leurs enfants, avec leur cerveau, avec les émotions. En fait, ils se servent beaucoup. C'est pour ça que le terme narcissique, parfois, comment dire, c'est des gens, parfois, on va leur dire qu'ils sont dénués d'émotions, alors que non, en fait, c'est juste qu'ils tirent, eux, une satisfaction. Ouais, c'est triste à dire, mais à faire souffrir les gens autour d'eux. Donc, eux, ils prennent une grande jouissance à dominer. Et clairement, ils vont jouer avec les émotions. Donc, ils savent reconnaître les émotions. Ils reconnaissent si vous êtes fâché, ils reconnaissent si vous êtes triste, si vous êtes tourmenté. Et c'est vrai que leur but, très souvent d'ailleurs, en tant qu'enfant, vous allez avoir des enfants très tourmentés, qui ne savent plus, qui sont dans un brouillard. Parce que c'est typiquement des parents qui souffrent le chaud et le froid. Pour donner un exemple, ça peut être un parent qui constamment dit du mal d'un membre, je sais pas, un oncle, une tante, un membre de la famille, fait croire à son enfant pendant des années que cette personne c'est le mal incarné. Mais à côté de ça, peut très bien tout d'un coup lui sortir ouais, mais faudrait quand même que tu rendes visite, par exemple si c'est un grand-parent, quoi, faudrait quand même que tu rendes visite à ta grand-mère, c'est ta grand-mère quand même. Alors que pendant des années, le discours constant, on va dire, chaque année, c'est cette personne, elle est terrible, cette grand-mère, ce grand-père, voilà, il te veut du mal, voilà, toutes les horreurs là-dessus, mais après, te lancer quand même, il faudrait quand même que tu ailles la voir parce qu'elle est âgée quand même, voilà. Donc, ce sont aussi des parents qui culpabilisent énormément, qui jouent beaucoup avec le lien d'attachement avec les enfants. Donc, jouer en fait avec retourner l'amour des enfants contre eux-mêmes. Donc, enfin, l'amour que les enfants portent aux parents. Donc, ils se servent de ça, ils manipulent clairement vis-à-vis de l'amour. Donc, parfois, ils peuvent se mettre en mode victime, comme quoi, oh, mais voilà... tu m'aimes pas, ça veut dire que ceci, ça veut dire que ça. Vraiment manipuler l'enfant par les émotions en fait. Et on sait que les enfants sont très très sensibles à ça, surtout venant d'un parent. Et très souvent, ce sont des parents aussi qui vont reprocher leur propre mauvais comportement et le reprocher en fait aux enfants. Si eux sont justement des manipulateurs, très souvent ils vont utiliser ce mot tu es une manipulatrice ou tu manipules, tu es une menteuse. C'est toutes des choses que eux vont faire. Ils vont très souvent le dire en fait. Et à d'autres moments, peuvent très bien dans le lien en fait choisir un des enfants ou tous les enfants, vraiment dire tu es comme moi, tu es pareil, toi et moi on est pareil. C'est aussi des parents qui vont semer souvent la zizanie dans la fratrie en fait, qui veulent pas qu'il y ait d'autres noyaux durs parce que c'est lui le noyau en fait, c'est lui le noyau central. Donc il va prendre à partie à chaque fois les enfants et essayer de un peu les dire genre ça c'est mon préféré, toi t'es vraiment comme moi, on se comprend, tu vois ton frère, ta sœur, eux ils comprennent rien du tout, ils sont pas comme nous. Et puis inclure en fait cet enfant dans le nous. Et vraiment ce sont après des enfants qui ont beaucoup de mal avec leur propre identité parce que justement ce sont des parents qui favorisent vraiment pas, qui pousse pas l'enfant à trouver sa propre identité, à trouver son unicité, à trouver qu'est-ce que lui il aime en tant qu'individu. Non, il essaye de faire des clones. Et si vous décidez que vous ne voulez pas être un clone parce que justement les enfants voient clairement qu'il y a des choses qui vont pas dans le discours, dans les actes. Parfois ce sont des personnes agressives, méchantes, gratuitement. Donc en tant qu'enfant, la justice en général c'est un sentiment très fort chez les enfants. C'est quelque chose qu'on voit, mais il va faire en sorte en fait que lui, ses enfants, on n'est qu'un et avoir des discours très chevaliers, très Moyen Âge comme ça en fait. De nouveau pardon, dans un schéma de guerre en fait où on est notre team contre le monde entier. Typiquement, ça me vient aussi, c'est des parents qui vont vraiment dire que le monde extérieur est dangereux, qu'il faut pas parler à l'extérieur, qu'il faut rien dire de ce qui se passe à la maison. Parce que les gens dehors, il faut se méfier, ils veulent rentrer, ils veulent nous détruire. Donc ça, c'est des schémas, en fait, où, en tant qu'enfant, par la suite, on se construit dans la peur, on se construit dans la peur de l'extérieur, le manque de confiance envers les gens et en soi-même, on n'en parle pas. Donc bon, je pense qu'il pourrait y avoir comme ça une liste éternelle de choses à dire. Pour l'instant, c'est ce qui me vient là maintenant. Si j'ai d'autres choses à rajouter, je ferai sûrement une autre vidéo pour pas que celle-là dure trop longtemps. Par contre, voilà, je voulais parler un petit peu des effets que ça peut avoir sur la croissance, sur l'enfance, en fait, tout simplement, de ces enfants qui sont dans des familles toxiques.
Et j'utilise le terme de famille également parce que, à part si vraiment vous êtes tombé sur deux parents pervers, bon, je vous souhaite bonne chance, je compatis, enfin vraiment ça doit être catastrophique, je peux même pas imaginer. Mais quand on a un parent comme ça, très souvent, l'autre parent est manipulé aussi, il est complètement sous emprise, comme les enfants. Donc cet autre parent, il est usé aussi parce que l'autre parent pervers l'attaque constamment, le dénigre, et justement, l'autre parent va être soit résigné complètement, ou en dépression, ou voilà, très, très affaibli par, selon la nature de la relation, si elle a duré longtemps ou pas. Mais bien souvent, quand il y a des enfants, elle a quand même duré plusieurs années. Et effectivement, ça peut devenir des parents résignés, des parents qui rentrent dans la catégorie négligent, parce qu'ils n'ont plus la capacité de protéger leur enfant contre ce parent pervers. Et parfois, comme eux-mêmes vont avoir peur du parent pervers, vont vraiment essayer de faire en sorte que les enfants rentrent et ils ne fassent pas trop de vagues pour pas énerver le parent pervers, pour que tout se passe bien, parce que eux-mêmes sont dans une forme de terreur et vont pas défendre justement leurs enfants. Mais ça, en tant qu'enfant, en fait, le premier droit d'un enfant, c'est d'être aimé, bien sûr, mais aussi d'être protégé. Donc l'autre parent, l'autre figure d'attachement a aussi un rôle à jouer. Et bien sûr, avec le temps, selon, chez certains, ça prend plus de temps que d'autres d'arriver à sortir de cette emprise. Il y en a qui quitteront jamais le parent pervers, qui vont rester toujours en couple avec cette personne. Mais il y en a qui, un jour, se réveillent et décident quand même de quitter le parent pervers, ce qui va se solder par une séparation ou un divorce. Et là, ce sont très souvent des séparations ou des divorces extrêmement chaotiques, extrêmement compliqués, qui durent des années et des années, parce que le parent pervers ne supportera pas que l'autre parent le quitte. C'est une ultime trahison et du coup, il va vouloir se venger. Donc là, les enfants deviennent très souvent des pions pour faire souffrir l'autre parent. Donc le parent pervers va utiliser les enfants pour vraiment faire souffrir l'autre parent. Et typiquement, ça peut donner des parents qui veulent garder les enfants, qui vont se battre pour garder les enfants, pas parce qu'ils veulent les enfants, parce qu'ils les aiment et parce qu'ils veulent s'en occuper, etc., mais parce qu'ils savent que ôter les enfants à l'autre parent, qui est un parent plus sain, va complètement détruire cette personne. Et voilà, pendant la séparation, ce sont des personnes qui vont vraiment mentir, qui vont manipuler, qui vont dire aux enfants, selon si les enfants sont restés avec le parent pervers et qui sont vraiment embrigadés et complètement sous emprise, va dire beaucoup de mal sur l'autre parent, en fait, va dire du mal aux enfants et créer en fait une image mentale complètement erronée de ce qu'est l'autre parent. C'est vraiment pas des séparations où le parent pervers va se dire voilà, on sépare mais c'est entre nous, voilà, les enfants on va essayer de les protéger puis de faire en sorte qu'ils puissent voir leurs deux parents correctement puis que tout se passe du mieux possible. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Là, l'objectif du parent pervers, c'est vraiment de monter les enfants contre l'autre parent et voilà, de faire sa petite armée en fait qui est là, qui le valide et puis lui, ça le fait jouir extrêmement face à l'autre parent en arrivant et en se disant voilà, moi j'ai mes enfants, toi t'as plus rien. Et du coup, on se rend bien compte, on imagine bien que ça fait des dégâts psychologiques énormes sur les enfants qui ont vécu ça. C'est ce qu'on appelle des traumatismes complexes. Donc un traumatisme complexe, c'est quand ça s'inscrit, un trauma qui s'inscrit dans la durée en fait et la répétition. Donc c'est quelque chose, forcément, si vous avez été humilié, si le parent pervers vous a insulté, vous a frappé, s'il y a eu beaucoup de violence comme ça, physique, émotionnelle, on n'en parle pas. Un jour il vous dit oui, un jour il vous dit non. Parfois c'est lui-même qui vous met dans des situations, il vous provoque jusqu'à ce que vous craquiez pour ensuite vous rabaisser complètement, vous dire que vous êtes une horrible personne. Donc vous alternez entre vraiment des moments où vous pensez que c'est vous le problème, surtout en tant qu'enfant, on se remet en question constamment. Surtout si notre figure d'attachement, les parents disent ça de nous, qu'on est une terrible personne. Donc quand vous écoutez, quand vous suivez en fait le plan du parent pervers, vous êtes la 8e merveille du monde et il va vous récompenser, justement, il va faire des choses. Si un des enfants a bien obéi, a bien fait comme, il va le récompenser et puis il va montrer aux autres, vous voyez comment il faut être, etc. Mais à la moindre faute, qui peut être vraiment rien du tout, il va vraiment tout cracher son venin et ça va être vraiment... C'est là qu'on voit où c'est complètement disproportionné. Les punitions, les mots sont vraiment terribles et c'est complètement disproportionné avec l'action que l'enfant a pu faire. Parce que dans la tête, ces personnes perverses ont vraiment un côté très paranoïaque. Elles pensent qu'on leur veut du mal et très rapidement,
vu qu'elles ont un fonctionnement très stratégique, qui planifie constamment ses actions, elles pensent que tout le monde fonctionne comme ça. On est un peu tous comme ça, hein. Quand on est hypersensible, ça prend des années avant de se dire mais les autres ils ressentent pas la même chose que moi. Enfin voilà, on part toujours du postulat que tout le monde est comme on est parce que voilà, on est autocentré de base en tant qu'être humain. Et là, effectivement, lui, il pense que tout le monde réfléchit comme lui, sauf que c'est faux. Et effectivement, comme il se remet jamais en question, ben il va pas plus loin de se dire est-ce que c'est moi qui ai un problème. Il n'a jamais de problème. Lui est parfait. Lui, il a des passe-droits, carte VIP, carte blanche pour tout. Ses règles à lui ne sont pas les règles pour tout le monde. Donc voilà. Donc dès qu'il ressent en fait que vous êtes un peu plus, que vous allez sortir, qu'il a plus cette emprise en fait, il pense automatiquement que vous êtes en train de comploter contre lui. Donc voilà, ça me vient aussi en parlant, ce sont des personnes qui vont, c'est des parents qui vont essayer vraiment d'isoler les enfants, de faire en sorte que l'extérieur ne rentre pas à la maison. Donc voilà, je crois que je l'ai déjà dit, c'est des enfants qui grandissent dans un état de vigilance constant. Ils savent pas, ils rentrent à la maison, ils savent pas dans quel état se trouve le parent, comment ils vont être accueillis, comment il va rentrer le soir du travail, comment cette personne va se comporter. Vu que ce sont des personnes très changeantes, ils savent jamais sur quel pied danser. Donc ça, vu qu'en plus c'est pendant la période où le cerveau se construit, où on construit notre propre identité, c'est des enfants qui vont se construire vraiment de façon sur des sables mouvants en fait. Et c'est aussi malheureusement des enfants qui plus tard donneront des adultes avec une très faible estime de soi, très peu de confiance en soi, leur valeur personnelle en fait n'a pas été mise en avant, leur identité, qui ils sont n'a pas été mis en avant, on les a pas encouragés, on les a pas poussés, on leur a pas montré qu'on les aimait d'une façon saine. Ça a été toujours un amour conditionnel, un amour si tu fais ça, je te montre, je te récompense en fait. Mais il n'y a pas un amour, peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu es, peu importe tout ça, je t'aimerai toujours parce que tu es mon enfant. Donc c'est vrai que c'est une grosse épreuve de vie, de vivre comme ça. Après, il va falloir apprendre à se reconstruire en fait en étant adulte. Le jour où on peut quitter la maison, le domicile, le foyer, et qu'on arrive à prendre de la distance et qu'on arrive à sortir de l'emprise. Ça prend du temps, ça peut prendre des années avant que l'enfant devenu adulte se rende compte en fait que c'était pas correct ce qui s'est passé. Moi, je fais très souvent le parallèle avec la secte. Quand vous êtes né dans une secte, alors je suis pas née dans une secte, mais quand vous êtes né dans une secte et pour avoir entendu des témoignages, ça prend du temps. Il faut pouvoir sortir de la secte, il faut pouvoir comparer avec le monde réel pour avoir un point de comparaison. Si vous êtes toujours, vous êtes né dans une secte et vous êtes toujours enfermé là-dedans, pour vous, c'est ça la réalité. Pour vous, c'est ça le monde et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc effectivement, ça prend du temps, ça prend de la distance, ça prend de rencontrer d'autres personnes pour justement de nouveau avoir un point de comparaison. Et effectivement, je le conseillerais jamais assez. Ça prend une psychothérapie avec un psychologue. Je pense vraiment que c'est un travail qui se fait sur du long terme. Il y a des thérapies un peu plus brèves, par exemple le MDR, qui est en fait une technique de thérapie, de psychothérapie basée en fait sur le mouvement oculaire, qui permet pas, non pas de oublier ce qui s'est passé et d'effacer les traumas, ça c'est pas possible. Par contre, de détacher l'émotionnel en fait et d'arriver à pouvoir avoir le souvenir, à pouvoir revivre la scène, on va dire, sans que l'émotionnel reparte comme il l'était comme quand on l'a vécu enfant. Parce qu'aujourd'hui on est adulte, on n'est plus en danger et d'arriver en fait à faire baisser justement cet état de vigilance, ces angoisses, un état anxieux. Une autre chose qui est vraiment terrible, c'est que tout ce qui est traumatisme, surtout plus c'est arrivé jeune dans l'enfance et voilà, et que ça a perduré, c'est vrai que ça vient beaucoup impacter le mental et la santé mentale de ces enfants et futurs adultes, ce qui fait qu'il est pas rare de voir apparaître des troubles, ou d'avoir même des maladies mentales qui pouvaient peut-être le terrain était déjà présent. Je vais pas dire que toutes les personnes qui ont un traumatisme ont développé une maladie mentale ou un trouble, mais effectivement, très souvent dans toutes les choses que j'ai pu étudier, il y a vraiment un lien de corrélation entre la génétique, mais aussi les traumatismes arrivés très jeunes dans l'enfance. Donc voilà, une des choses que je pourrais conseiller, c'est d'aller voir, de trouver un bon psychologue
qui s'y connaît, pardon, dans les états d'emprise, les parents pervers, tout ça. Pour moi, ça demande vraiment quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui est du métier, parce que une emprise, ça ne se traite pas comme autre chose. Parce que dans l'emprise, ça dure longtemps, ça met du temps à sortir. Même une fois qu'on l'a intellectualisé, qu'on a compris que c'était pas correct, vous savez, il y a ce fameux syndrome de Stockholm. Si pendant des années, l'enfant a idéalisé ce parent et a été vraiment hypnotisé et sous emprise, ça va être très difficile parce que très souvent, le parent pervers a fait en sorte que l'identité de l'enfant est comme en mode symbiose avec lui et qu'il est une partie de lui, en fait, tout simplement. Ce qui fait que d'arriver à se détacher, puis ensuite de se reconstruire et puis d'arriver à toucher qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui me plaît, qui je suis moi, quelles sont mes envies, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, qui je suis en fait réellement, c'est ça la question, qui je suis indépendamment du parent pervers. Et ça prend beaucoup de temps d'arriver à se déculpabiliser parce qu'on peut avoir des moments où on veut revenir, justement quand je parlais du syndrome de Stockholm, où on est quand même, il y a beaucoup de loyauté comme ça qui peut être liée et toujours conservée par rapport aux parents, donc d'arriver à couper, d'arriver à se détacher, d'arriver à se dire qu'on ne fait rien de mal et qu'en étant soi-même, même si c'est pas des choses que le parent aurait accepté, que c'est nous en fait et qu'on construit notre propre vie et de se donner le droit d'apprendre à reconstruire tout simplement de base une confiance en soi, aller valoriser notre estime personnelle. Tout ça, c'est vraiment un accompagnement très profond qui prend du temps parce que c'est quelque chose qu'on a vécu sur la durée pendant des années. Donc cette répétition, elle est vraiment venue et pendant vraiment la période où le cerveau se construit. Donc c'est venu créer des chemins qui sont pas bons, oui, et qu'il va falloir venir vraiment reconstruire et créer un état d'esprit beaucoup plus sain, une santé mentale, prendre soin de ça aussi. Et je vous conseille fortement, si vous avez des choses qui perdurent comme ça, des angoisses, de la dépression, des choses plus lourdes que même en psychothérapie, après des mois et des mois, vous voyez que ça va toujours pas, je conseille vraiment d'aller voir un psychiatre et de demander une consultation avec un psychiatre. Parce que, comment dire, parfois quand justement le moment où on se rend compte, ça peut être vraiment, on peut faire une forme de décompensation et de complètement virer parce que tout notre monde, encore une fois je compare à sortir d'une secte, tout notre monde s'écroule. Tout ce en quoi on croyait, tout ce sur quoi on s'est construit, on se rend compte que c'est du faux. Donc cet état-là peut être vraiment très aliénant en fait, et de pouvoir s'aider sur des médicaments, c'est très important. Parce que parfois, je le vois vraiment, il faut et pour l'avoir expérimenté, il faut juste venir éteindre le feu dans notre tête. Parce que si on est complètement dévasté, on ne pourra pas faire un travail thérapeutique. On n'est pas disponible. Notre cerveau a juste besoin de retrouver un état d'équilibre, un état de calme et de bien-être quand même, un minimum de bien-être pour pouvoir effectuer ensuite une thérapie correctement. Donc voilà, ça c'était tout mes conseils à ce propos. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, n'hésitez pas à partager si vous connaissez des personnes autour à qui ça pourrait bénéficier d'entendre ça. Ça me ferait très plaisir aussi d'entendre vos histoires, donc allez-y en commentaire, je vous répondrai sans faute. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Au revoir.